Bienvenue dans un énième podcast de jeux de société. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Comment ça va? Ça va, fatigué, bien fatigué, mais j'ai cru comprendre que toi aussi. Ouais. Ça commence à être à la fin de l'année scolaire. Moi, ça m'impacte peu, mais pas mal de petites choses au travail qui font que c'est un peu compliqué en ce moment. Bah, exactement pareil. Exactement pareil que toi. Et il y a une superbe nouvelle que les gens ont sans doute déjà eu au moment où ils écoutent notre podcast, mais c'est pas grave, pour ceux qui ne l'ont pas, il y a eu l'annonce des jeux nommés au Spiel des Jahres. Alors, qui est nommé? Alors, aux jeux de l'année sont nommés Ditto, de Game Factory, qui est un jeu compétitif d'association de mots. Il y a Cozy Stickerville, Ah, grand le jeu, fameux. eh oui, qui mérite sa place car il est rempli de stickers. Sorti Et sorti, Deville. et oui, et de ville. Et c'est un jeu cosy. Sorti Magic Shop de Schmidt-Spiel, un jeu à l'allemande qui a l'air bien marron et avec Bien allemand, hein, ouais. ouais, je sais pas qui illustre ces jeux-là. J'ai l'impression quand même que c'est toujours le même artiste. Et si c'est pas le même artiste, mais putain, ils ont tous le même style en Allemagne. En plus, c'est clairement, clairement, il a pas tout fait. Hein. Ah là là, c'était ces Allemands et leur style. Ouais. Le matériel, bon, le matériel est quelconque, quoi, mais le fait que la boîte, pouh. Alors, sur le Kinderspiel, qui est le prix pour enfants, il y a l'île des Mookies. Ah, putain, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Après, il y a Boo Party et Mimose et Sam et le voleur des fruits. Je ne connais pas. Ouais, Je ne non, connais pas effectivement. Mimose et Sam. Moi non plus. Et dans la grande catégorie des connaisseurs des jeux, Kennerspiel, pour ceux qui ne parlent pas allemand, il y a Boss Fighter QR, il y a Moon Colony Bloodbath et il y a Rebirth. Ok. Je crois que on n'a pas joué à Rebirth Non. ensemble. Rebirth, je n'aurais pas dit connaisseur de jeu, j'aurais pas dit jeu expert Rebirth. Ah ouais. Rebirth, il était même pas en initié à l'As d'or. Il Ah, était en ça, c'est familial. intéressant. Ça, c'est très intéressant. Ok. D'accord. Voilà. Est-ce que ça peut vouloir dire qu'il y a plus et que même si c'est pas un jeu expert, peut-être qu'il y a une profondeur chez Rebirth qui a pu passer inaperçue ou qui a pas été vue par Cannes? Moi, j'ai un peu envie de dire que le Kennerspiel, il est plus initié qu'expert. Et oui, ben Rebirth, il aurait pu être dans les deux prix, que ce soit initié ou familial. Il est vraiment à la limite. Mais il y a pas une grande complexité de jeu. Enfin, il y a pas une complexité de règles, il y a une complexité de jeu. Et si tu joues avec des gens qui connaissent pas le jeu de société, en fait, ça se joue très bien si tout le monde a le même niveau. Dès qu'il y a un écart Mmh, de niveau, ça se ressent. d'accord. Ce qui me fait dire que, en tant que jeu initié, ça me choquerait pas qu'il soit là. Si on dit jeu expert, en englobant les initiés un peu, qui poussent un peu, et les experts qui englobent le tout, là je trouve il a pas trop sa place. Après OK, les deux OK. autres, ben Mooncalf Bloodbath, j'ai pas eu la chance de le tester malheureusement, il y avait trop de queue à la canne. Et Boss Fighter QR, je connais pas. Non, moi, j'en connais aucun des je connais que l'île des Mookies dans tout ce que tu as dit. Ouais, non, mais sinon j'ai rien testé non plus, hein. Ouais, bah, il y a beaucoup de jeux, hein. Bah ouais, on peut pas jouer à tout, hein. Et non. Ce sera J'aimerais d'ailleurs bien, mais non. ce sera déjà une remarque que je ferai au jeu qui me fait de l'œil. Ah, très bien. Oh! Ah, puisqu'on est toujours au moment de l'intro, j'ai Mmh. un erratum à faire par rapport à la semaine dernière. Ah! 15 jours d'ailleurs, j'expliquais que dans les mécaniques sous-utilisées, la mécanique la plus utilisée dans l'industrie du jeu de société selon Board Game Geek, c'était le plateau modulaire, Mmh. avec 90 000 jeux. Eh bien, figure-toi que je reprenais mon tableur l'autre jour, et pas du tout. C'était pas 90 000 jeux, c'était 9 000 jeux plus une faute de frappe. Ah! Donc, du coup, voilà, je rectifie aujourd'hui. La plus répandue des mécaniques de jeu, c'est beaucoup plus logique. C'est le lancer de dés, avec 40 000 jeux et des bananes. Voilà, pour C'est mon erratum. vraiment plus logique et mais par contre, je ne comprends pas pourquoi c'est pas le management de main. Je dois l'avoir pas loin, mon tableau, mais c'est pas loin, hein. Le management de main, c'est dans le top 10 des trucs les plus partagés. Mais c'est vrai que peut-être j'aurais tendance à La dire que gestion le de main lancer de plutôt. dés
le lancer de dés, tu l'as vraiment dans le b.a.-ba des jeux, quoi, tu vois. Ouais, Peut-être qu'il y a plus de jeux qui ont. Ouais, bah, de toute façon, visiblement, oui. T'as plus de jeux qui ont le dé que la main. je regarde ma ludothèque et j'ai pratiquement aucun jeu avec des dés. Après, c'est mes préférences. C'est Tout à empirique. fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'en parlerai dans l'épisode d'aujourd'hui. Oh! Oh là là, Mais mais tu vois, le management de main, c'est la deuxième catégorie. Avec moitié moins de jeux pratiquement, mais néanmoins, c'est la deuxième. Et d'accord. d'ailleurs, quelle est la troisième, d'après toi? Case hexagonale? Non, la collecte d'ensemble, set collection. Ah mais oui, bah, bien sûr, c'est tout à fait logique. Bon, Très bien. je sais pas, mais en tout cas, c'est effectivement un autre truc qu'on voit beaucoup, quoi. Voilà. Et ben, je propose qu'on passe au sommaire. Ouais, qu'on commence l'épisode, Ouais, effectivement. ça serait pas mal. Bon, on fait un petit point actu, c'est toujours sympa. D'ailleurs, peut-être sera-ce putain, je perds mes Une mots. rubrique? Une de nos rubriques, lors de la saison 2 de notre podcast. Tout à fait. Dites-nous en commentaire ce qui vous intéresse. Oh là là, quel host. Mais non, mais je le fais au second degré, hein. À force de le faire, ça va devenir vraiment du premier degré, mais sachez que vous êtes pas du tout obligé de répondre à mes commentaires. Et d'ailleurs, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas! Ils avaient très bien compris depuis le départ. Non, bah écoute, les gens ont leur libre arbitre et nous, on valorise ça. Voilà. Donc, vraiment, continuez à. Et même, ne répondez pas à nos commentaires. Voilà, comme ça, tu dis ça, tu vois, psychologie inversée. Et ils vont répondre. Ah, tu penses que du coup, ils vont commencer à le faire? Oh là là, mais tu es un mastermind. Ça marche avec mes enfants, je me dis pourquoi pas. Ouais, bah, bon à savoir ça. Mhm. Bah, je te laisse faire le sommaire, j'avais fait la dernière fois. Mais avec plaisir. Alors, le test d'aujourd'hui, nous allons tester un petit jeu qui s'appelle Harmony pour notre let's play. Après, on fera notre classement objectif et scientifique. Puis nous répondrons à une question. Pourquoi rejoue-t-on certains jeux et pas d'autres? C'est la question de la semaine. Ensuite, on enchaînera sur les prototypes et notre thème aujourd'hui, c'est les jeux solo. Comment signer les adversaires du monde. Let's Et ensuite, on play. aura un jeu qui nous fait de l'œil. Eh ben, c'est tip top tout ça là. T'as vraiment. Et du coup, peut commencer par le let's play! Harmony! Harmony, superbe jeu avec un lion. Le lion, il me fait peur sur la boîte. Bon, Parce que non, mais il a un regard un peu, je vous regarde, je souris, mais en fait, je fronce un peu les sourcils, parce que vous me faites un peu lièche. Je suis un lion, je peux vous bouffer à n'importe quel moment. Je cours vachement vite. alors moi Parce je que trouve que c'est plutôt la crinière bleue, éventuellement, mais oui, et oui, en plus, il y a une crinière, complètement ronde. Ce lion a des choses à cacher, très clairement. Tu veux le présenter? Ou je le présente? oh bah fais comme tu veux. En vrai, c'est comme tu veux. Harmony, un superbe jeu où il faut placer des tuiles pour, faire un environnement harmonieux avec lesquels tous les animaux vont pouvoir avoir un espace à eux pour vivre dans votre zone. Du coup, dans Harmony, ben, on prend, un set de 3 tuiles, enfin de 3 petites pièces de bois. On les met sur notre plateau. On peut prendre, des clans d'animaux qui vont être symbolisés par des petits cubes, en orange, transparent et qui, demandent un certain biome pour, aller s'installer. Ce qui fait que du coup, ben, faut à la fois jouer sur les points qui vont, être, les points de biome en eux-mêmes, genre les forêts, ils gagnent des points, de certaine façon, la rivière aussi, les villes aussi et entre-temps, les animaux vont, rapporter des points plus ils sont nombreux sur votre plateau. Du coup, jeu fait par Johan Benvenuto. Johan qui a fait, heu Secret Identity, Braintopia. merci. Mais Et je t'en illustré prie. par Maeva da Silva. Qui a fait Deus et Dragomino. Et Excellent Stella Dragomino. Dixit Universe. Extraordinaire. Bah, en fait, c'est des cartes de Dixit, quoi. C'est extraordinaire, toujours, hein. Mm. Les illustrations, de Libellude, toujours au top. Sauf pour Et le oui, parce que c'est lion, c'est édité par Libellude aussi. Ouais. ouais, édité par Libellude. Mais Libellude, ils font toujours un travail extraordinaire, hein, en termes d'édition. Ouais. Contrairement aux jeux qui ont fait Soupçon.
La balle perdue. Heu, non, mais depuis que j'ai remarqué que Soupçon, c'était moche. Voilà, Oui, il c'est prend moche, des mais au moins c'est humain, pas comme Medieval Kingdom, je sais pas quoi là. ouais, 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 Féodal, truc-puche. bah, on citera même pas vraiment le jeu tellement que, Je me je crois que souviens plus du je crois que titre. c'était Kingdom Legacy, je crois. Ah ouais, ouais. En mécanique, on a du chaining. Il y a pas vraiment de chaînage, en vrai, dans le jeu, je sais pas trop pourquoi ils mettent ça. Et du hexagon grid, parce que, bah, du Mmh. coup, le plateau est en hexagone. Du open drafting, avec les petits cubes en bois, enfin les petits ronds de bois. Du Mais donc pattern c'est-à-dire qu'on building, on pioche dans un ensemble visible pour tous les joueurs, c'est ça, c'est ça. l'open drafting? Ce qui est un peu tiré par les cheveux, hein, appeler ça du open drafting, mais pourquoi pas. Et du set collection. Set collection parce qu'on collectionne des objets qui n'ont de sens que s'ils sont associés à d'autres objets du même type ou requis, voilà. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on fait le let's play maintenant? Ou est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, 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 j'ai absolument rien à rajouter. Moi, j'avais pas compris des points de règle sur le comptage, mais de toute façon, c'est BGA qui va le faire. Donc non, 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 pour moi, il n'y a pas de problème. J'avais résumé le jeu à on fabrique des paysages et il faut avoir le plus de points à la fin. C'est ça. En fait, Ça me semble. chaque biome a une façon de marquer des points. Il y a 2 vecteurs de points, bah, il y a tes biomes et il y a tes animaux. Eh bien donc, ok, je vous encourage donc à aller voir notre let's play sur YouTube. Nous allons y aller tout de suite. On va jouer sur Board Game Arena. Pour vous, il va se passer Pendant ce temps, dans quelques le secondes. futur, Pour nous, il va se passer des minutes de jeu endiablé. À tout de suite. que vous pouvez suivre avec nous sur YouTube. Vous n'êtes jamais partis, mais nous si. Nous avons fait une superbe partie d'harmonie où nous étions en communication avec la nature, où les lions rugissaient dans notre savane. Alors Richard, comment as-tu trouvé? Alors écoute, moi j'ai trouvé ça très chouette. Comment dire? En fait, j'ai un sentiment un peu ambivalent. Je trouve que le jeu, il est super bien ficelé, il y a rien qui dépasse. Je trouve que toutes les mécaniques fonctionnent bien entre elles. C'est joli, je trouve que le thème est chouette, c'est tactique, il y a plusieurs manières de gagner, c'est hyper bien équilibré. Enfin vraiment, je trouve que ouais, il y a pas un poil qui dépasse quoi, c'est hyper bien. Mais je sais pas, ça m'emporte pas quoi. Ouais, alors moi je comprends totalement les gens qui aiment ce jeu, parce que c'est un jeu cosy, c'est un jeu fun, c'est un jeu Mmh. paisible. On est là, on pose des petits jetons, on a des petits animaux, faut leur trouver une place dans leur, dans notre, sur notre plateau. C'est sympa. Moi je trouve, ça manque un peu la fougue des jeux. On chamaille, on essaie de piquer des trucs à l'autre. C'est pas mon style de jeu. Mais je refuserai pas une partie. C'est un jeu sympa. Je suis très heureux que tu dises ça, le magnifique, parce que, dans la question de la semaine, je vais parler exactement ce que tu viens de dire. Très heureux. Ah! Moi pas du tout, hein, je vais pas du tout parler de ça, la question de la semaine, hein. Je sais pas où tu vas aller avec ça. Mais donc tu vois, moi c'est mon style de jeu. Le jeu cosy où t'emmerdes pas l'autre joueur et tout et pourtant ça m'emporte pas. Je sais pas ce qui me manque, hein, je serais incapable de te le dire. Est-ce que c'est juste le thème? Est-ce que non, en fait, je pense que ce qui m'emmerde, c'est le système du scoring à la fin peut-être, que je trouve pas très clair. En vrai et d'ailleurs, je pense pas que ce soit qu'il soit pas très clair, c'est que j'ai du mal à l'intégrer. Il y a trop de Ouais. choses à prendre en compte en fait. Pour moi, c'est presque un peu trop. Je pense que c'est peut-être ça. Mais en même temps, tu vois, j'adore Château Combo, qui pour moi est vraiment le même principe de scoring, tu vois, avec beaucoup de scoring à prendre en compte. Donc voilà, je sais pas. Et je trouve Harmonie plus calculatoire que Château Combo. Ah Château bah, Combo, c'est peut-être ça. mais justement Château Combo, il y a ce petit côté: «Ah, je vais essayer d'embêter l'autre. Ah, il y avait une carte qui m'intéressait, enfin, il y a 2 cartes qui m'intéressent, une en bas, une en haut. Ben, du coup, je vais mettre en bas parce que ça va faire chier tout le monde». Ouais, 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 tu cette petite mécanique-là qui permet d'avoir une petite interaction et en même temps, comme c'est des cartes, bah, tu des infos sur les cartes et t'es pas obligé de tout prendre en compte pour scorer, tu vois? T'as pas le même scoring en fonction des joueurs, tu peux prendre une option. Mmh. Alors tu vas me dire, tu peux le faire aussi dans Harmony, mais je sais pas, ça, je trouve que les 2 jeux sont très similaires, mais le scoring me paraît plus simple dans, Château Combo.
Ah, je suis d'accord, Harmony est beaucoup plus compliqué que Château Combo, à Mmh. mon sens. Mais franchement, super jeu néanmoins, hein. Mais il mérite sa place dans le panthéon des jeux, hein, dans le Valhalla des jeux. Le jour où il sera mort. Est-ce que tu as des conseils tactiques à donner? Moi, j'en ai. Alors non, 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 je peux dire que Sam sur Board Game Geek a fait un strategy guide que je n'ai pas eu le temps d'aller regarder sur YouTube, mais je peux pas en dire beaucoup plus. Alors, moi, j'ai 3 petits conseils tactiques à donner. Il n'y a pas d'utilité, selon un forum de, Board Game Arena, il n'y a pas d'utilité à placer les cubes dès que c'est possible. Au contraire, ne pas le faire permet d'être plus flexible dans le choix que l'on peut faire à la suite. Le seul moment où l'on doit placer les cubes est quand on peut en placer déjà tous les cubes nécessaires à finir une carte animaux, et si c'est la fin du jeu ou si on doit prendre une carte animale et qu'il n'y a plus d'emplacement. Deuxième conseil tactique, contre-drafter. Si vous n'avez rien à faire et que, les jetons sont nuls ou, que les cartes sont nulles, et si, du coup vous avez de la place et que vous pensez pas que c'est de la place va vous servir, prenez les jetons et ou les cartes qui vont gêner vos adversaires. C'est toujours quelque Mmh. chose qui vous permettra de gagner, ce qu'on appelle le move de l'enfoiré. Jess Spitzley, dit sur BGG que, selon son expérience empirique, il vaut mieux construire sans tenter de trop monter. Ce que j'ai fait Ouais, dans notre partie, cela permet de devancer ses adversaires en points, ouais, qui eux ont besoin de temps pour finir leur construction et oui. potentiellement leur carte. Et du coup, même si, in fine, s'ils avaient un temps infini, ils auraient fait plus de points que vous, comme vous les avez coupé l'herbe sous le pied, moins de points. C'est Et exactement ce qui s'est passé. moins de points pour eux, plus de points pour vous. Voilà, c'était mes 3 petits conseils tactiques. Ben ils Sur sont excellents puisque ça t'a permis de gagner. Ouais, j'ai pas fait le truc des cubes, hein. J'arrive pas à suivre si je pose pas mes cubes, hein. Non, mais et puis de toute façon, pour le coup, ça s'est bien enchaîné chez toi, donc il y avait pas vraiment de raison. Ouais, j'ai vraiment eu de la chance sur les jetons en plus, hein. Franchement, je pense que ça aurait pu, beaucoup plus mal se finir. Et en plus, Certaines c'était serré, hein. Je pense que le moment où j'ai eu tous les cubes tous les jetons qu'il me fallait, a été décisif. Oui, non, mais écoute, tu t'en es bien sorti, puis, les tu en fait, vraiment, effectivement, le fait de terminer la partie rapidement parce que moi, là, j'allais scorer beaucoup dans un tour ou 2, donc le Ouais. fait que tu aies pu terminer la partie parce que justement, tu as pas fait de construction en hauteur, ça a beaucoup de sens, quoi. Ah, complètement, complètement. Classement? Bah, ouais, 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 alors tu le mettrais où, toi? Alors, si je reprends le classement, on a Leaders 1, Tag Team 2, Qbert 3, Toy Battle 4, Miam 5, Boop 6, Altered 7, Duel pour Cardiel 8, Codex Naturalist 9, Sky Team 10, Darksaurus 11, Sea Salt and Pepper 12 et Pili Pili 13. Moi, je les mettrais quand même au-dessus de Sky Team. Ouais. Je pense que je l'ai quand même un peu mieux apprécié que Codex Naturalist. Je sais pas, je les mettrais peut-être en- au-dessus ou en dessous de Duel pour Cardia. OK. Moi, je le mettrais à ce moment-là, j'amenderais un tout petit peu, je le mettrais en dessous de Codex Naturalis parce que je trouve que Codex Naturalis, il y a vraiment une originalité de mécanique que je retrouve moins dans Harmony, qui m'avait plus parlé. Oui, c'est vrai que, le placement de jetons, Le layering ouais, de Codex Naturalis, tu le vois pas beaucoup. ouais, je suis d'accord. Bah, très bien, ça me va. Bah, écoute, allez, donc je note dans notre liste officielle Je Harmony. pensais même que tu l'aurais peut-être mis après Sky Steam. J'avais beaucoup aimé SkyTeam, mais non, mais tu vois, ton argumentation me semblait pertinente. J'avais juste, voilà, sur un petit point qui était La Codex question Naturalis, mais de la non, ça me va, ça me semaine. va, ça me va, ça me va. Eh ben, très bien. Trimming, du coup, on peut peut-être passer à la suite. Grave. La question de la semaine. J'ai beaucoup parlé, Ok. peut-être tu veux commencer? Oh bah si tu veux, à moi ça va être un peu long. OK. Alors, pourquoi rejoue-t-on certains jeux et pas d'autres? Je vais boire une gorgée d'eau. Pour répondre à cette question, d'abord j'ai pensé tout simplement faire référence à mon cas personnel et puis à lister des jeux auxquels j'aime rejouer, d'autres auxquels je n'ai pas du tout eu envie de rejouer, etc. Donc je pourrais dresser cette liste, argumenter pour chacun, mais en vrai je suis qu'on s'en foutait un petit peu.
de mon petit avis. Et donc j'ai préféré réfléchir au concept de rejouabilité. Parce que, pas tant au concept d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a des jeux qui sont intrinsèquement rejouables? Par leur dimension, par leur contenu, par leur diversité. Et je me suis dit que quand tu as un gros jeu, tu vois, un jeu bien ample, avec plusieurs manières de gagner, plusieurs fins, plusieurs tactiques, plusieurs compétences, ça va naturellement te pousser à vouloir tester d'autres configurations de jeu et donc à rejouer. Mais à l'inverse, il y a des jeux très simples qui peuvent te pousser à rejouer parce que tu as aimé le moment dans lequel tu as joué ou les joueurs avec lesquels tu as joué ou parce que tu as envie de défier de nouveaux joueurs, de maîtriser de nouvelles techniques, etc. Et même, je dirais qu'à l'inverse, des jeux dont j'ai parlé plus tôt, amples, gros, avec plusieurs tactiques, compétences, factions, que sais-je, même s'ils sont calibrés, a priori, pour une certaine rejouabilité, ils peuvent déplaire à certains et donc ne pas être rejoués. Autrement dit, même si dans les mécaniques, tu peux essayer, dans le thème du jeu également, dans son scope, de générer une rejouabilité, bah, nécessairement, ça va être lié à la nature du joueur qui va ou non rejouer. Et donc, ça va être un petit peu polémique, mais je vais essayer de déterminer ce qui pourrait me pousser à rejouer, quel est mon profil de rejouabilité, et qu'est-ce qui, toi, cher magnifique, pourrait te pousser à rejouer, quel serait ton profil de rejouabilité. Et en confrontant nos deux profils, j'essaie d'en tirer une conclusion sur la rejouabilité. Eh bah, très bien. Ah, n'est-ce pas? Le magnifique, Moi. tu nous l'as prouvé il y a moins de 10 minutes, tu es un joueur intrinsèquement compétitif. Ça ne signifie pas que tu ne coopères jamais, mais ça signifie que tu aimes l'affrontement, le combat stratégique. Tu aimes Boop, Leaders, Tag Team, des jeux de duel, tendus, presque mathématiques, théoriques. Mais tu aimes aussi Route, Arc, des jeux profonds qui appellent la maîtrise d'une faction, de combos, de systèmes, de jeux complets. Tu aimes aussi les jeux d'enchères, de bluff, de rôles cachés où tu dois deviner ce que pense l'adversaire, ce qu'il souhaite obtenir, ce qu'il veut de toi et ce que tu peux exiger de lui. Finalement, ce qui, toi, va te pousser à la rejouabilité, il me semble que c'est trouver l'enchaînement optimal, la stratégie gagnante, la faction la plus efficiente. Bref, c'est la maîtrise de chaque aspect du jeu au service d'une lutte contre les adversaires et pourquoi pas, je le pense, contre toi-même. Quelque part, je le dis de manière brutale, mais j'aime beaucoup ça chez toi, attention, entendons-nous bien, tu rejoues pour dominer, sans partage, chaque fois un peu plus. Tu es un joueur de panache et de combat. Eh bien, cette manière d'envisager la rejouabilité, Je veux bien partager, juste je veux la plus grosse part, c'est tout. ouais, non, mais aucun problème. Eh bien, cette manière d'envisager la rejouabilité, figure-toi qu'il y a un concept scientifique qu'on peut convoquer pour illustrer, c'est le flow. Le flow, c'est un concept qui vient d'un psychologue, Mihaly Csikszentmihalyi, et c'est l'absorption totale d'une personne par son occupation. Un état de flow, c'est un état dans lequel tu entres lorsque tes compétences sont bien équilibrées avec le défi présenté par le jeu. Tu es à l'aise avec le jeu, avec sa mécanique et avec ta capacité à les maîtriser. Tu as un objectif clair, tu as des feedbacks immédiats avec un système de score, avec une enchère remportée, avec une pièce éliminée de l'échiquier, avec la défaite cuisante de ton adversaire. Et comme l'état de flow provient de l'adéquation entre tes compétences et le défi du jeu, ce sentiment, il pourrait s'amoindrir à chaque partie. Pour le retrouver, tu devrais donc augmenter la difficulté du jeu en trouvant un adversaire plus fort, en essayant de gagner le plus de parties possible, en essayant d'atteindre un niveau d'expertise satisfaisant, en faisant un tournoi, etc. Sauf si le jeu est suffisamment profond tactiquement, auquel cas il va de lui-même renouveler le défi que tu t'es posé. Et tu ne t'y ennuieras pas avant un long moment parce que les mécaniques du jeu elles-mêmes vont te stimuler. Le jeu rejouable du magnifique, c'est donc un terrain d'entraînement qui te permet constamment de réadapter tes compétences aux défis qui t'est imposé ou que tu t'imposes. Voilà pour le profil de joueur, selon moi, du magnifique. Non, non, ça me paraît cohérent, pourquoi pas? Oui. En en tout cas, j'ai rien à y redire. Parfait. Cela dit, cette histoire de flow, moi je ne l'ai pas du tout. Par exemple, moi, j'ai joué avec toi à Boop, épisode 13, allez écouter notre épisode dans le bordel de merde. Dans Boop, j'apprécie la valeur de Boop. Je vois pertinemment ce que tu trouves dans Boop, mais moi, j'en ai rien à branler.
Cela ne détermine pas du tout mon profil de joueur. J'ai visiblement d'autres, je sais pas, mécanismes ou caractéristiques. À l'inverse, moi, je suis un joueur que des gens qui jugent à l'emporte-pièce pourraient considérer comme mou. J'entends par là, moi, je préfère dire que je suis un joueur d'atmosphère. Dans un jeu, moi, j'aime participer à un projet commun. J'aime la coopération. Tu là pour l'ambiance. Tout à fait. Ou éventuellement, j'aime bien être le gestionnaire d'un truc où on ne m'embête pas, être autonome, voire autarcique. Ça signifie pas que je n'aime pas la stratégie ou les environnements ouverts, que je n'aime pas le drame ou les choix difficiles, mais j'aime soit les partager, soit les faire seul. J'aime pas être brusqué par un adversaire. Mais je veux bien que le jeu brusque mon équipe. Moi, j'aime bien jouer à Pandémie, à Galérapagos, en coopératif évidemment, à Unlock, au jeu de rôle. En un mot commençant, ce que je cherche dans un jeu, et j'en ai souvent parlé dans nos discussions, c'est l'immersion. Et ça, c'est mon angle de rejouabilité. Le jeu est mon voyage. Je rejoue parce que mon groupe change, ou parce que l'histoire change, ou parce que la configuration change. Tout ceci, c'est donc très décorrélé pour moi de l'affrontement, voire même de la notion de victoire. Et justement, figure-toi qu'il y a aussi un concept scientifique qui peut décrire mon appréhension de la rejouabilité, c'est la théorie de l'autodétermination. Donc c'est un truc qui est établi par deux auteurs, Edward Deci et Richard Ryan en 1985, et ça postule que le comportement humain peut s'expliquer par le besoin de remplir trois besoins psychologiques fondamentaux: l'autonomie, la compétence et la relation aux autres. Oh Mon damn! besoin d'auto Eh ouais, mon Non, besoin d'autonomie. Ouais? c'était une partie que j'avais écrite. Bah, c'est Ah pas grave. merde! Mais Non, c'est non, 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 incroyable qu'on soit tombés sur ça tous les 2. Bah, donc du vas-y, coup, continue, hein. désolé, je te coupe l'herbe sous le pied. Mais donc chez moi, le besoin d'autonomie se manifeste par choisir mon rôle dans l'équipe, gérer mon coin sans qu'on m'impose une direction, et cetera. Mon besoin de compétence, c'est quand je sens que j'ai bien joué mon rôle, que ma contribution a compté. J'ai pas besoin de gagner seul, mais je veux avoir été utile et surtout, je veux qu'on me le dise et si possible, qu'on me caresse l'arrière de la tête. Et c'est très lié. Mon besoin d'appartenance est comblé quand je joue avec des gens que j'aime et que le jeu est le prétexte à un partage. Si le groupe change, l'expérience est différente et vaut la peine d'être rejouée. Ces trois besoins sont donc renouvelés par le contexte, pas par ma progression, pas par ma maîtrise. C'est le groupe qui change, le scénario qui change, la configuration qui change. Chaque variation de joueur ou de game design recharge ces trois besoins. Cela dit, tu me diras, cette théorie, elle s'applique à tout le monde. Je ne suis pas un joueur particulier. Autant toi que moi avons à générer plutôt à remplir ces trois besoins. Alors pourquoi, finalement, toi tu as le flow et moi je ne l'ai pas? Eh bien parce que dans la théorie de l'autodétermination, on cherche à comprendre pourquoi certains individus sont plus ou moins motivés à s'engager dans des activités, par exemple un jeu. Et donc on classe les motivations en deux grandes catégories, intrinsèques ou extrinsèques. Les motivations extrinsèques, c'est des trucs que tu vas obtenir et qui te sont extérieurs. Argent, gloire, éviter une punition, etc. La motivation intrinsèque, c'est ce que tu vas retirer de l'activité en toi-même, ton intérêt, ta joie, ta fierté, bref, ta satisfaction. Eh bien figure-toi qu'on est tous un mélange des deux, mais que bah évidemment, chez certains c'est plutôt l'extrinsèque qui domine, et chez d'autres c'est plutôt l'intrinsèque. Et toi, on pourrait dire que ton état de flow, qui est un état profondément chez toi, on pourrait dire que ton état de flow, qui est un état profondément intérieur, il est plutôt déclenché par l'adversité, donc littéralement par l'autre. Il dépend donc des conditions de l'adversaire, de ton combat, donc de l'influence que tu vas avoir sur le champ de bataille de l'extérieur. Moi, ma motivation, elle est plutôt intrinsèque. Je suis content d'explorer, de partager. La victoire n'est qu'un bonus. Éventuellement, je suis heureux d'avoir contribué. Et donc, bah, forcément, c'est plutôt intrinsèque. Évidemment, toi aussi, des fois, tu seras content d'avoir aidé. Et moi aussi, j'aime écraser des adversaires de temps à autre. Ce ne sont pas des positions caricaturales, mais visiblement, toi et moi, nous sommes plutôt orientés dans une direction et dans l'autre. Cela fait donc deux profils différents, deux idées de la rejouabilité, une sorte de rejouabilité plutôt intérieure, liée au jeu comme imaginaire, qui se reconstruit partie après partie, et une rejouabilité plutôt extérieure, liée au dépassement de soi, qui se reconstruit dans son adversité. Voilà, monsieur. Bonsoir. Bravo! Merci beaucoup. Et ben, c'était une analyse, très, très pertinente, hein, bah, à la fois, scientifique et personnelle, de profil, et de façon de voir le jeu, qui je pense est plutôt vrai. Vous aussi, en commentaire, dites-nous quel est votre, profil. Bravo, bravo.
Ouais, mais je vais dire ce que j'avais à dire, Bien parce que sûr. du coup ça va un peu rejoindre ce que tu as dit. Alors, à la question, pourquoi rejoue-t-on à certains jeux et pas à d'autres? Je me suis déjà demandé pourquoi rejoue-t-on à des jeux? Pourquoi ne nous abreuvons pas que de jeux que nous n'avons jamais joués et de laisser au placard ces jeux qui ont déjà été usés, bah, les jeux de seconde main, certes c'était notre main, mais de seconde main quand même. Alors, Ed O'Brien, encore lui, avait fait une expérience qui a dit, enfin, il a écrit un article qui s'appelle «Les expériences répétées, sont moins répétitives que les gens le pensent», pour étudier pourquoi on refait des actions qu'on a déjà fait. Ouais. Dans cette étude, il a eu un set de participants qui ont regardé des films, qui ont joué à des jeux, qui ont joué à des jeux vidéo, qui ont vu des expositions. Et puis il y avait 2 groupes. Le groupe qui devait prédire, s'ils allaient aimer l'expérience s'ils la refaisaient, et d'autres qui l'ont vraiment refaite. Et qui ensuite ont donné un avis sur ce qu'ils ont, s'ils ont aimé ou pas. Systématiquement et pour toutes les activités, le groupe qui devait prédire s'ils allaient aimer ou refaire l'expérience était plus pessimiste que les gens qui l'ont réellement refait. Ah. Et ce qui fait qu'en fait, bah, notre cerveau, il pense toujours que refaire quelque chose, c'est moins bien que ce que ça va l'être vraiment. Pourquoi ça? Parce que la baisse de l'apprentissage est beaucoup moins forte que prévu, que les participants vont penser qu'ils vont s'ennuyer, qu'ils vont revoir exactement la même chose, mais que en fait, finalement, c'est sympa. Pourquoi c'est sympa? Parce que en fait, la familiarité, c'est agréable pour le cerveau. Le cerveau, il aime parfois des choses qu'il connaît déjà. Le traitement est plus fluide, il y a un confort cognitif et il y a moins d'effort mental à faire. Mais en même temps, il permet de découvrir de nouvelles nuances à ce qu'on a déjà découvert. Même quand quelque chose est connu, on remarque de nouveaux détails, on découvre des nouvelles interprétations, l'expérience paraît moins répétitive qu'attendue. Les résultats de l'expérience soutiennent surtout la deuxième explication, que en fait, l'expérience permet de nouvelles interprétations. Mais il y a une conséquence importante à ça. Les gens évitent souvent de répéter des activités. Ils cherchent constamment de la nouveauté, dépensent plus d'argent, choisissent des nouvelles options, mais ces stratégies n'augmentent pas forcément le bonheur. C'est pour ça, rejouez à vos vieux jeux. O'Brien, il montre dans cet article que la répétition peut garder la richesse. La nouveauté n'est pas toujours supérieure, et l'être humain sous-estime la profondeur des expériences déjà connues. Maintenant, on a répondu à pourquoi rejouer à d'autres jeux. Maintenant, pourquoi Mhm. rejouer à certains jeux et pas à d'autres? Et là, bah, du coup, une autre expérience, enfin un autre article qui s'appelle «La motivation dans le jeu», là c'était dans le jeu vidéo, Mhm. et l'engagement de Andrew P. Splitsky de l'université de Mhm. Rochester, et je prononce mal son nom, qui, comme tu l'as dit, fonde sa théorie sur la théorie de l'autodétermination de Deci et de Ryan, qui du coup bah, reprend l'autonomie et le sentiment de contrôler ses Mhm. propres choix, les compétences, le sentiment d'efficacité et de maîtrise de l'activité, et sur certains cas le lien social, le sentiment d'être connecté et en relation avec d'autres. Il montre que le jeu de société, le jeu vidéo, répondent à ces besoins. Mais cela dépend de l'individu. Mhm. Si, bah, du coup, c'est l'autonomie, la compétence ou le lien social qui doit être privilégié pour l'individu, ben, un jeu va pouvoir répondre mieux à un de ces 3 critères ou à 2 de ces 3 critères ou à ces 3 critères en même temps, selon les individus, selon leur profil, comme tu l'as, si genre joliment dit. Le modèle motivationnel, l'article présente, qu'il y a un modèle de satisfaction, des besoins, le plaisir ressenti, le bien-être psychologique du joueur, l'intention de continuer à jouer et de l'avenir. Ben, typiquement, un jeu compétitif, on veut s'entraîner. On a un a priori positif à vouloir rejouer. Alors que des jeux avec une histoire, quand on a déjà fait l'histoire, eh ben, on a un a priori négatif, parce qu'on connaît déjà l'histoire et qu'on n'a pas Mhm. forcément envie de revivre exactement la même chose. Même Tout à si ça fait. peut être intéressant comme on l'a vu. Voilà. C'était un peu plus court, mais Bah non, non, mais c'était dense. Je trouve ça quand même incroyable qu'on soit tous les 2 allés chercher des articles, parce que c'est pas toujours le cas, et qu'on soit tous les 2 tombés sur des articles similaires. ben, ouais, ouais, bah, je trouve que la question se portait bien. Quand il y a de la science à apporter, on apporte de la science. Ce Mmh. podcast est un podcast scientifique, avant tout. Tout à fait, tout à fait. Non, non, mais écoute, bah, je souscris à tout ce que tu as dit. En réalité, on dit des choses, même si on n'est pas le même point de départ, finalement, on dit des choses assez similaires.
C'est quoi le dernier jeu que tu as pris du plaisir à rejouer? Le dernier jeu, après ça dépend ce que tu veux dire rejouer, parce qu'il y a des jeux, que j'ai rejoués, mais que j'ai rejoués il y a, j'ai fait que 3 parties. Mmh? Et il y a des jeux, après, de plus en plus rares sont les jeux que je ponce encore et encore, hein. Mmh. Alors attends, tu sais quoi? Je vais le tourner différemment. Quel est le jeu que tu as le plus rejoué, tu dirais? Sachant Ah! que tu rejoues beaucoup à Quel certains est jeux. le jeu que j'ai le plus rejoué? Bah, je dirais que c'est, bah, mécaniquement, c'est les premiers jeux que j'ai eus parce que du coup déjà j'avais pas beaucoup de jeux à l'époque et en plus, Mmh? ben, du coup, j'y jouais pas mal et je dirais que ce serait Smash Up. Un superbe jeu avec une rejouabilité de Ouais. folie, car il y a énormément d'extensions. Une extension par an, qui rajoute des factions, qu'il faut tester avec toutes les autres factions déjà existantes. Extraordinaire. Et toi donc? Quel est le jeu que tu as le plus rejoué? Eh bien, en vrai, je pense le Scrabble. Ah J'en ai ouais? fait vraiment moi j'en ai fait d'ailleurs j'y joue depuis que je suis tout petit. Peut-être ça se joue, oh je sais pas, peut-être Splendor, j'ai beaucoup, beaucoup joué. Ouais voilà, Ouais, mais c'est bien Splendor. ouais c'est ça. Tu te mets combien? Voilà, ouais, mais je saurais pas dire s'il y en a un que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rejoué que d'autres. Un jeu comme ça, parce que en fait moi c'est surtout, les opportunités que j'ai de jouer, tu vois? Ouais. Comme je joue peu et donc ouais souvent, Splendor ça se joue pas mal, hein. J'ai beaucoup joué au Trial Poursuite aussi. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup joué au Trial Poursuite. Ouais voilà, je dirais ça. Après, en vrai, je pense que le jeu où j'ai le plus joué, c'est les échecs. Parce que Ouais. du coup, ouais, j'en fais une partie tous les 2 jours sur chess.com. Ah, tu entraînes ton hello? Ouais, ouais, ouais. Et c'est au cas où ça redevient à la mode au boulot. À un moment donné, on était super chaud aux échecs. Quand il y a eu Euh, le jeu de la dame ou avant? C'était bien après, Ah, ok. quand la hype du jeu de la dame était déjà descendue. Ok. Ouais, bah écoute, nickel. Trop bien. Ouais, t'as des choses à rajouter sur cette question? Non, 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 on se couchera moins bête, j'ai appris beaucoup de choses, c'est pas trop. Ah, Des et j'espère que nos protos. auditeurs aussi, enfin nos auditonautes, auront Je n'en doute appris quelque pas. chose. Bon, passons à la suite alors. Proto de la semaine. Et, et si j'étais plus court sur la question de la semaine, je serais encore plus sur le proto. Bah écoute, parfait, ça tombe bien parce que moi il est oh non, je peux le faire court aussi, mais il est. Je peux aussi le faire long, comme tu veux. Et prends le temps qu'il te faut. Bah de toute Le, façon, là, le... c'est toi qui démarre. c'est moi qui démarre? Bah oui, j'ai démarré la question de la semaine. Ah, très bien. Parce que autant le jeu de bluff, c'était chez moi, je Mmh. jouais à domicile, autant le jeu solo, Ouais. rien, il y a que dalle. Des jeux solo, j'en ai pas fait énormément, et comme le disait, je crois que c'est Catala qui disait ça, ou Théo Rivière, bah, un des deux, qui disait que nous ne sommes que la somme des jeux que nous avons déjà joués. Et de jeux solo, moi j'ai joué à quoi? J'ai joué à Ella et l'éclat de la montagne, j'ai joué à Behind. Et encore ces jeux-là, j'ai toujours joué à deux. Parce que j'ai jamais joué à un jeu de société tout seul. Voici une fois à route et j'ai pété mon crâne. Ouais. Comme proto, je vous propose un module pour jouer tout seul au jeu de la semaine dernière, Mmh. mais qui a tué l'homme le plus riche du monde. Pour Ah, connaître les règles du jeu de la semaine dernière, écoutez le podcast de la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Faites la mise en place pour 7 joueurs. Et à chaque tour, vous regardez une carte d'un des 7 joueurs. Et vous mélangez avec un autre joueur comme une des 3 actions possibles dans le jeu de base. Et votre but est de trouver le meurtrier en moins de tours possible. À plus de 10 tours, vous êtes un détective noob. Entre 10 et 9 tours, vous êtes un détective initié. En 8 et 7 tours, vous êtes un détective expert. Et en 6 tours ou moins, vous êtes un grand maître Sherlock Holmes. Voilà, c'était mon proto du jour. mais ça s'adresse vraiment aux fans des ludomonistes, ça, hein? En plus, j'ai fait une partie de. Du coup, je l'ai prototypé. Et j'ai trouvé Mmh. des gens pour y jouer. C'est pas vrai et alors? Franchement, les gens ont aimé. Il y Trop avait, bien!
il y avait quelques problématiques, de scoring parce que, Mmh. le scoring était un petit peu injuste, mais sinon globalement, ça a fait l'unanimité. OK, trop Mais bien! mais ouais, les gens ont été réceptifs. Ah, mais je suis trop content pour toi. Trop cool. Mais je savais pas, petit cachotier, que tu l'avais prototypé. Ah bah si, j'avais dit que j'allais commencer et j'ai fini vu qu'il y a que 12 cartes à faire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais écoute, pour un éditeur, un micro game, c'est toujours facile à faire, hein, pourquoi pas, quoi? C'est ça. Enfin, il y a 12 cartes et une cinquantaine de petits jetons, que j'ai récupérés d'autres jeux parce que j'avais pas voulu me faire chier, mais qu'il faut quand même dans un jeu, édité. Mais tu sais, j'ai vu, alors peut-être que je devrais pas le dire parce que c'est un cadeau d'anniversaire que j'aurais bien aimé te faire, mais peut-être faudrait que je le garde pour plus tard. Mais j'ai trouvé une boutique de jeux, genre Philibert, tu vois, mais en Angleterre, je crois. Et ils font une boîte qui s'appelle, alors, je sais plus, genre The Prototype Boîte ou un truc comme ça, ou The Everything Box ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est une boîte de jeux toute blanche. Et dedans, tu as que des trucs pour fabriquer des prototypes de jeux. Genre, tu as Oh! des meeples, des dés, des tuiles vierges, tu as plein de... Et puis, tu as des exemples de mécanique. Voilà. Et je me dis, putain, mais ça, c'est trop bien. Mais bon, malheureusement, c'était en rupture de stock. Un jour, peut-être. Oh! Et ben, très bien. Et ben, c'est une superbe idée ça. Ah, c'est une bonne idée, ça. Mais après il y a Tout pour le jeu qui vend, qui vend une tripotée de tout ce qui est faux et nécessaire pour faire des jeux des protos. Tout à fait. D'ailleurs, je leur ai acheté, pas plus tard que la semaine dernière, des... Comment ça s'appelle? Bah, d'ailleurs, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, tu sais, des pions ronds. Bah, comme on avait un peu dans Harmony, quoi. Ouais, des Parce que jetons, bah, moi, je suis en train de prototyper mon jeu de la semaine dernière aussi, je crois. C'était la semaine dernière, jeu de bluff, oui, capsule. Il y a 15 jours. oui, 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 Ouais, capsule. mon jeu de capsule. Ah et ben, j'ai hâte de voir ça. Oh bah écoute, écoute, on verra ça, on verra ça. Alors, moi, mon jeu de la semaine. Mon jeu, oui, c'est mon proto de la semaine, pardon. Mon jeu s'appelle, donc un jeu solo, mon jeu solo s'appelle Brimborion. Brimborion, le musée des petits riens. Ça se joue tout seul donc, ça se joue en 30 minutes, c'est à peu près pour 8 ans, tu vois? Un peu plus, peut-être 9, mais enfin 8 je pense. Et donc c'est un jeu où tu joues le conservateur d'un musée magique qui Mmh. rassemble, tu sais, toutes ces petites créations qui comptent beaucoup pour les enfants, mais que les adultes oublient ou jettent, tu vois? Ouais. Et donc comment est-ce qu'on joue à ça? Il faut vous munir chez vous d'un jeu de 52 cartes. 52 cartes que vous allez diviser en 3 paquets à peu près égaux. Donc vous divisez en 3 paquets, vous les placez devant vous face cachée, et vous retournez la première carte de chaque paquet. Et ensuite, vous prenez la règle du jeu, parce qu'il y a une page dans la règle du jeu avec une sorte de tableau, Mmh. et vous trouvez chez vous un crayon. Et donc le déroulement du jeu est le suivant. Vous devez construire un mur du musée. C'est-à-dire que vous avez un mur vierge, blanc, et vous devez créer votre exposition. Pour pouvoir créer votre exposition, vous avez une grille avec un certain nombre de cases, et vous allez pouvoir mettre dans cette grille des œuvres. Ces œuvres vont faire une, deux ou trois cases. Et le but est d'agencer le mieux possible les œuvres sur la grille. Chaque œuvre a 4 caractéristiques. Quel type d'œuvre? Quelle ambiance d'œuvre? Quelle taille d'œuvre? Quel thème d'œuvre? 4 caractéristiques, pardon, elles vont être déterminées par la combinaison de 2 cartes. Alors, dans la règle du jeu, il y a des tableaux qui permettent de déterminer, en fonction de quelle carte vous avez, quelle caractéristique va être générée. Par exemple, on l'a dit, il y a 3 paquets avec à chaque fois une carte face visible. Vous pouvez choisir paquet de gauche, paquet du milieu, paquet de droite. Eh bien, à gauche, ce sont les sculptures en pâte à sel. Au milieu, ce sont des dessins d'enfants. Et à droite, ce sont des cartes postales envoyées par des enfants. Donc là, ça vous donne le type d'œuvre en fonction du paquet dans lequel vous piochez. Quand vous allez piocher une de ces cartes face visible, cette carte, elle va avoir une couleur. Carreau, ce sera une ambiance étrange. Cœur, ça va être une ambiance joyeuse. Pique, ça va être une ambiance tendre. Trèfle, ça va être une ambiance mélancolique. La règle du jeu vous donne des exemples. Par exemple, étrange, c'est des couleurs plutôt grises, des matières brutes, mates, des formes anguleuses. Voilà, j'ai mis plein de spécifications comme ça. Et donc, là, vous avez 2 caractéristiques de l'œuvre avec la carte que vous avez piochée.
Mais pour chaque œuvre, vous allez également piocher la carte face cachée du même paquet du dessous. Ce qui fait que chaque œuvre, c'est la combinaison de la carte face visible que vous avez piochée et de la carte face cachée qui était dessous. Et cette carte face cachée, que vous avez maintenant en main, elle vous donne deux autres caractéristiques, la taille. Si la carte que vous avez piochée est impair, pair, ou si c'est une figure, ça vous donne une case, deux cases ou trois cases pour votre œuvre. Et ensuite, j'ai fabriqué un petit tableau avec des thèmes. Par exemple, si c'est un 5, l'œuvre, ce sera une assiette de brocolis et de fraises. Si c'est un 9, ce sera un enfant qui explique quelque chose à un scientifique. Si c'est un roi, ce sera un empereur. Enfin voilà, j'ai mis plein de petits trucs comme ça un peu poétiques. Et donc l'idée, c'est que à chaque fois que tu vas piocher deux cartes dans un de tes paquets, eh ben, ça va te donner une œuvre qui va être très, comment dire, très singulière. Tu vois, par exemple, tu pourrais avoir une sculpture pâte à sel d'un héron qui fait de la bicyclette, immense et un peu mélancolique, avec des formes alambiquées. Voilà, tu vois, eh ben, par la combinaison de ces deux cartes-là, ça te permet d'avoir des œuvres très rigolotes. Et donc, une fois que tu as pioché ton œuvre, tu la places dans ta grille en fonction du périmètre de l'œuvre. Tu vois, tu as peut-être une grille de 50 cases, je crois. Et tu vas avoir un système de scoring, un peu comme Harmonie. D'abord, il faut que ton mur soit justement harmonieux. Toute œuvre marque un point par œuvre voisine qui partage la même ambiance qu'elle. Donc étrange, joyeux, tendre ou mélancolique. Et tu as moins 3 points s'il manque une ambiance sur ton mur. Tu vas avoir la diversité du mur qui va également être prise en compte. Tu as plus 4 points par groupe de 3 œuvres ou plus partageant le même thème. Et tu n'as pas besoin que les œuvres soient voisines. La structure du mur va être importante aussi. Tu as plus 5 points par groupe de 3 œuvres ou plus partageant la même taille. Et tu as moins 3 points par taille complètement absente du mur, etc. Donc, un système de scoring à la con, comme plein de jeux comme ça. Ça va te donner à la fin un certain nombre de points, et j'ai fait un petit tableau qui te dit, si tu as moins de 10 points, ton musée c'est ça, si tu as entre 10 et 20 points, ton musée c'est ça, entre 20 et 30 points, ton musée c'est ça, etc. Je t'ai fait la règle un peu rapide, il y a sûrement plein de petits points d'ombre, et je le conçois très bien. Sachez que ce petit jeu solo, c'est en réalité donc un fichier de quelques pages. Une fois que vous avez ce fichier de quelques pages et que vous avez un jeu de 52 cartes et un crayon, vous pouvez jouer chez vous ce soir. En PDF, vous pourrez télécharger sur notre site ce petit jeu solo. Il est tout prêt. Oh, le Et teasing de ouais. malade! Oh, bra 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 bra. Et surtout, moi j'aime bien ce petit type de jeu-là. À la fin, donc tout se joue sur une petite grille. Après la grille, il y a du journaling. C'est-à-dire que j'ai fait un journal de conservateur de musée, si tu veux, où tu peux noter œuvre 1, qu'est-ce que c'était, la décrire, comme tu as plein de caractéristiques d'œuvre pour la décrire, et tu peux imaginer l'œuvre, te faire ton petit recueil d'œuvres, tu vois, mettre le nom de l'auteur, enfin voilà, pour qu'il y ait un aspect. En fait, l'idée c'est que c'est un petit jeu tout cosy, tout mignon, sans stress. Le but c'est juste de s'amuser, de rêver un petit peu, tu vois, de faire un petit peu de poésie, et tu as un aspect où tu notes tes petites œuvres, tu les imagines, voilà, c'était le but d'avoir un petit jeu un peu chouettos comme ça. Voilà. OK, ça a l'air sympathique. Oui, dans l'idée, ça ressemble beaucoup à un des premiers jeux que j'ai proposé dans le jeu qui fait de l'œil, qui était Fox Curio Bookshop. C'est pas le titre exact, mais c'est un petit peu comme ça. Tu sais, c'était une librairie sur l'eau. Et c'était un petit peu comme ça. Tu piochais des cartes, ça générait des clients dans la librairie et des discussions. Ouais, 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 ouais. Donc voilà. Voilà, c'est un petit jeu mignon que j'aime Ouais, beaucoup ce principe-là. Je trouve ça très sympa. et Fox Curious, c'était un petit peu un livre-jeu dont vous êtes le héros? Ah oui, 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 à ceci près que t'as pas la mécanique des paragraphes. Mmh. D'accord. Tu vas la retrouver un petit peu parce que tu as quand même un guide, tu as une carte à suivre, mais tu peux revenir en arrière à volonté, tu peux tout à fait rester dans la même ville si tu as envie. Voilà, rien ne te pousse à avancer, tu fais vraiment tout ce que tu veux. Mais t'as pas d'impasse, t'as pas de choses comme ça. Mais par contre, oui, c'est un gros livre et la partie peut durer longtemps, mais elle a pas de fin en réalité. D'accord. La seule fin, c'est celle que tu décides de mettre, quoi. OK, OK. Ouais, j'ai un peu de mal avec les jeux sans fin. Alors ça me fait un peu penser au l'histoire de la reine, Queen Story? Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Heu, un jeu où tu racontes une histoire,
et à la fin, tu décidais, avec, les gens autour de la table si tu sauvais ou pas la reine. Ah! Mais ça n'avait absolument aucune application, Mmh. Mais tu vois, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que en fait, je trouve qu'il y a, sur ces questions-là, il y a un peu 3 types de jeux, tu vois? Tu vas avoir le jeu de rôle où tu as un maître du jeu qui, remet sur les clous l'histoire que les joueurs fabriquent avec lui, tu vois? Mais il la remet quand même, il la réinterprète, il la remet en sens par rapport à la fin qu'il avait imaginée, même si sa fin change, tu vois? L'histoire avance, elle a une cohérence qu'il mmh. refabrique au fur et à mesure. T'as le jeu solo, où c'est toi qui es obligé de tout créer, dont la narration, mais du coup, tu es le seul maître à bord, donc tu peux shape l'histoire comme tu veux. Mais je trouve que la narration en jeu de société, la narration partagée, moi je trouve que c'est vraiment toujours de la merde à peu de choses près, quoi. Parce que c'est, t'as pas de maître du jeu qui va pouvoir remettre les choses en ordre entre chaque session, mais t'es quand même pollué par les autres. T'as le matériel qui va te générer des péripéties ou des choses comme ça, mais qui vont être forcément incomplètes ou limitantes. Bref, ah, moi je trouve que la narration partagée, ça m'a jamais convaincu dans le jeu de société, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, il faut vraiment que le jeu te remette sur les rails et te limite grandement et du coup, ben, tu as Mm. moins de place pour la narration, mais du coup, ça permet de bien aller. Bah, typiquement, un jeu de narration que j'adore, c'est, oui, Seigneur des Ténèbres, qui du coup, a une fin, a un perdant. Mm. Ah, c'est rigolo, ça dure 20 minutes. Tu as créé une histoire qui est censée tenir la route. Bah, Justement ah si, mais tu un maître du jeu, du coup. Tu un maître du jeu. mais tu vois, oui, Seigneur des Ténèbres, moi j'avais pas trop accroché. Mais je pense aussi, par contre, que ça dépend beaucoup du groupe avec lequel tu joues. Ah complètement, oui, oui. Mm. C'est pas un jeu où tu peux, essayer de faire ça avec des déjà quand les gens ils ont pas c'est pas une critique, pour ces gens-là, mais qu'il y a des gens qui ont pas d'imagination, ils ont sans doute d'autres qualités, Mm. ils n'y arrivent pas. Il y a j'ai joué avec des gens, ils avaient des blocages total Ouais, ouais, bien sûr. sur ce jeu-là et c'est normal, enfin, il y a Ah, des jeux mais où on n'y arrive pas, hein. Ah non, 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 mais parce que ça demande une capacité à la fois d'improvisation, mais en plus d'imagination, et c'est pas Mmh. facile du tout, du tout, du tout. Un vrai entraînement. Et pour l'arène, c'est pareil, faut imaginer des trucs, mais en plus, et ben, tu restes bien sur ta faim. C'est pour l'arène, le jeu. OK, bah, écoutez, voilà, allez, sur, le site, Ludomonis. C'est quoi l'adresse? .org? Ludomonis.ovh. Mais Ludomonis.ovh. il me semble normalement que le .fr et ou le .com, fonctionnent. Eh bien, je ne Hop, sais plus. En tout cas, et puis sur, comment dire? Allez sur notre Instagram, il y a un lien, et donc sur ludomoniste.ovh, dans la rubrique proto, il y aura ce proto à télécharger chez vous, gratuit. Vous pouvez y jouer. ouais, non, Envoyez-moi vos meilleures, grilles et vos meilleurs, recueils d'œuvres. le .fr marche pas. Bah, c'est ludomonis.ovh. Et ben, ce sera très bien comme ça. Quand Bolloré nous aura donné 200 euros, on pourra s'acheter un nom de domaine en .fr, mais pour l'instant, Le truc, c'est qu'on l'a acheté. ah bon? Bah oui. Bah, c'est juste que c'est le redi la redirection est merdique, je sais pas comment ça marche, Ben, on paiera un c'est webmaster avec les 200 euros de monsieur Bolloré. ouais, 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 ouais. Non, parce que, moi, quand je faisais des sites, je faisais le site et après il y avait des gens experts qui le mettaient sur l'internet mondial, Oui, moi je je peux comprends. pas tout faire non plus, hein. Non, 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 tu raison, il faut savoir déléguer, et c'est bien de t'y engager comme ça. Du coup, on engagera des gens qui savent. Si vous savez, si vous sachez, N'hésitez heu pas à le mettre en commentaire. Le jeu ah qui nous fait de voilà, l'œil. tu compris le truc. Eh oui. Ouais et je te propose Mmh, de passer à la suite, hein, parce que bon, c'est bien grave. de digresser, mais à un moment donné, faut avancer. Non, mais il y a pas de souci. Tu commences ou je commence? Vas-y, bah, j'ai commencé le truc, le truc OK. d'avant, vas-y. OK, alors de quoi je vais vous parler? Le jeu qui me fait de l'œil cette semaine, ça s'appelle Elder Quest. Elder Quest, c'est une nouvelle gamme de jeux de rôle qui est éditée par Eldercraft, qui édite déjà, entre autres, Aria de Fibre Tigre, mais aussi un autre jeu de rôle, le jeu le plus vendu en France,
hors Donjons et Dragons, Chronique oubliée. Je crois que c'est ça. Et donc, ils ont fait un financement sur Ulule pour cette nouvelle gamme. Et donc, Elder Quest, c'est des scénarios prêts à jouer dans différents univers à 30 € la boîte. Donc, en Ouais, gros, tu as des amis à la maison, tu commandes un Jap, tu ouvres la boîte, tu distribues des pré-tirés, donc des personnages, des fiches de personnages. Toi, maître du jeu, tu lis 5 minutes le début du scénar, et hop, tu te lances. Et tout le truc est fait pour qu'il y a les dés dedans, il y a tout le matos dont tu as besoin, et le scénario est écrit de telle manière que tu peux le lire à la volée et prendre les décisions à la volée, et en fait, tu n'as pas du tout besoin de préparation. Tu peux ouvrir la boîte le soir avec tes potes et t'en sortir quand même. Et seulement pour 30 €. Et donc, 30 €, t'as les règles, l'univers, tu lis ça en 5 minutes, et ensuite tu développes pendant 2-3 heures un scénar. Bah, je trouve que ça vaut largement 30 balles, tu vois. Je trouve que c'est vraiment pas très cher. Niveau univers, il y a de tout. Il y a du Aria, il y a du Cthulhu, il y a des Lames du Cardinal, qui a une mécanique de jeu assez sympa basée sur des jeux de 52 cartes. Il y a aussi l'adaptation d'un super actual play qu'avait fait Fibre Tigre avec le CNRS. Tu dois, ah oui, de mémoire, Mission Lune. voilà, Mission Lune, qui était vraiment super chouette. Ah ben, tu l'as vu, celui où, à un moment donné, donc le maître du jeu, Fibre Tigre, après la session, il dit, mais est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé, monsieur l'astronaute, d'aller dans l'espace Sur la et de Lune. voir, ouais, et de voir un truc et de décider de ne pas en parler une fois au sol? Et il a dit, oui, oui. Ah, ok, d'accord, très bien. Oui, oui, c'est comme il y a un secret que tous les astronautes nous cachent, hein, mais oh, on va pas le Visiblement. révéler, hein, parce que bon, voilà quoi. Tout à fait. Donc c'était assez fou. Et surtout, ils ont développé une nouvelle licence. Figure-toi, une école de magie où on joue des sorciers qui suivent des cours. Ça s'appelle Salarock. Ça se passe en Bretagne, dans une école de sorcellerie en Bretagne. Et mine de rien, ça a l'air assez chouette. Par ailleurs, et j'en termine par là, en m'abonnant aux alertes de cette page Ulule, que n'ai-je pas découvert? Ils ont un autre projet de financement qui est à venir, hein. Il n'y a rien qui est lancé, il n'y a rien qui est annoncé, mais la page Ulule existe déjà. Un jeu de cartes narratif dans l'univers d'Aria. Alors, le jeu de cartes narratif, c'est un peu une martingale dans l'univers du jeu de rôle. Tout le monde y croit, tout le monde y pense. Mais pour l'instant, le peu d'essais que j'ai vus m'avaient pas l'air parfaitement calibrés, de parfaitement marcher, etc. Mais dans un univers de jeu de rôle Aria où les règles sont très propices au dialogue et à la créativité, pourquoi pas? En tout cas, personnellement, ça me fait de l'œil. Pas très bien. Mais du coup, tu as participé au financement participatif? Non, non, parce que ce mois-ci, c'était un peu chaud au niveau budget, mais le mois prochain peut-être. Parce qu'il y a même les PDF. Ah ouais, les PDF sont un peu moins bien, mais bon. Bah, de toute façon, je pense que c'est le genre de truc qu'on retrouvera en boutique, Oui, peut-être à quelques euros plus cher, mais tout à fait. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter en tout cas. Mais c'est vrai que leur slogan me semble assez vrai. L'univers des jeux de rôle, c'est un univers qui est cher. Alors ouais. après, effectivement, tu achètes un livre de jeu de rôle, tu joues 200 heures, mais néanmoins, c'est 60, 70, 80 balles pour, je sais pas, avoir un set complet de Donjons et Dragons, par exemple. Et là, pour 30 balles, qui est le prix, c'est leur réclame, et ils ont raison, pour le prix d'un écran de jeu, t'as un one-shot d'une soirée, c'est quand même. Ils sont bien positionnés. Je trouve que le projet a du sens, quoi. J'étais un peu sceptique, et finalement, je trouve que le projet a beaucoup de sens. Oui, mais du coup, il y a les règles de Aria dans le coffret de Aria? Par exemple, ouais, tout à fait. OK, bah, c'est cool. Ah, non, c'est super. Du coup, à moi? Ah, mais oui, complètement à toi. Alors moi je voulais parler, d'un jeu qui avait gagné le Spiel ou le Oh, Kennerspiel, parce que, bah, du coup, par rapport à l'actualité, tout ça. Mais, il y a aucun jeu qui parlait à mon cœur. Il y avait une d'accord. Charlotte Pascal-Tel, que j'avais jamais joué, mais bon, si je devais le citer, c'était vraiment pour le citer. Non, à la place, moi, je partais d'un jeu, qui, à sa sortie m'a fait envie, que j'ai jamais eu l'occasion de jouer malgré, ma persistance à venir chez des gens qui l'avaient, mais eux n'étaient pas prompts à y jouer. C'est, Wondrous Creature, un Mhm. superbe jeu. Attends, j'ai même pas regardé par qui c'était fait.
Wondrous Creature. Wondrous Creature par, Yom Siwi, sans doute un auteur, coréen, il me semble. Illustré par Sophia Kang et sorti sur nos terres par Super Meeple. La boîte, ça ressemble à un livre. C'est vraiment très mignon. Ça a des mécaniques que j'adore, qui ressemblent beaucoup à la mécanique de Everdell, pour ceux qui connaissent, Mm. où du coup tu as de la construction de moteur, tu as de la collection un petit peu de créatures, et du coup bah, là tu as les créatures qui fait un petit peu penser à Pokémon. Mm. Pokémon into Everdell, moi ça me plaît. Surtout que du coup, il y a, bah, là, il y a eu un réassort. Il y a 3 extensions qui existent, il me semble. Le matériel est magnifique, la boîte est magnifique. Quoi ne pas aimer? Et voilà, sinon, donc voilà. Non, mais t'as fait raison, c'est absolument somptueux. Le matériel est incroyable. Ouais, il y a des petits animaux et tout. Faut aller les capturer les tous, ou sauver les tous. Je sais pas trop quel est le speech du jeu. Je pense qu'il faut les observer et après ils t'accompagnent parce qu'ils sont sympas. Oui, 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 oui. Et t'as donné le prix? Euh, C'est Qu'est-ce 54 € sur Philibert pour moi. Voilà. qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que l'argent, monsieur? Ouais, oui, oui, il y a une soixantaine d'euros selon votre boutique Ouais. préférée. Parce que ouais, en anglais, il est carrément plus cher, c'est bizarre. Ouais, du coup, 50 € sur Philibert, 60 € au Playing. C'est vrai que là, j'écoutais, comment ça s'appelait déjà? Le podcast de Lodoom, là, Décousu. Du coup, il disait que ben, quand t'es influenceur, quand tu travailles dans le monde du jeu, que tu parles du jeu de jeu, trop peu souvent vient le critère du prix dans la discussion et dans la publicitation du jeu. Et en fait, pour le commun des mortels, c'est quelque chose de quand même relativement important parce que tu vas acheter quoi? Grand max et grand max pour le commun des mortels, un jeu par mois. Mm. Et ben, en fait, ben, on n'a pas forcément les finances pour mettre 60 balles par mois dans un jeu, quoi. Mais Et bien sûr. quand on choisit un jeu, faut bien le choisir et faut être sûr que le rapport plaisir-prix soit là. Non, mais t'as complètement raison, effectivement. C'est pour ça que j'essaye de donner le prix aussi souvent que j'y pense. Parce que c'est important, c'est hyper important. Et surtout dans. On va pas parler politique à la fin d'un podcast, mais où dans la conjoncture actuelle, le budget se réduit, quoi. Y a plus de temps, ma bonne vieille dame, là. Ben oui, ben oui, ben C'est la oui. crise, hein, c'est la crise pour tout le monde, hein. C'est Et pas c'est vrai facile. que quand tu te fais augmenter de 3%, mais l'inflation elle est à 5, tu perds en salaire, hein. Quand tu te fais pas augmenter non plus, tu perds en De- salaire. On est bien d'accord, on est bien d'accord. C'est 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 rigolo, bon je vais pas étaler mes déboires de travail ici, hein. Bon, il y a autre chose à dire? Ben non, je crois qu'on a fini. Bah, si vous êtes augmenté dans l'année, bah, gardez-le pour vous, hein, voilà. Ouais, nous le dites pas en commentaire, ça va nous saouler. Et Offrez-nous un jeu. oui, oui! N'hésitez pas à nous envoyer des jeux. Mais bien sûr, des prototypes ou si vous êtes un éditeur, des jeux à tester, on les testera avec plaisir. Mais oui, oui. Ou, ça coûte pas cher, un lien alpha à un de vos jeux. Sur Grave. Board Arena. Enfin, Ouais, nous on ouais. prend aussi, hein. Ah ouais, bon, on prend tout, de toute façon. Bon, eh ben, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, bon appétit. Bonne quinzaine.